Nana les loulous, à ce soir. Salut, c'est Playta. Après 8 ans de loyaux service, j'ai décidé de laisser mon MacBook Pro de 2010 de côté et j'ai investi dans un nouveau modèle. Mon ancien MacBook Pro est une bête particulière, c'était le haut du panier en 2010 avec un beaker i7 à 2,6 GHz, 8 Go de RAM en DDR3, le Bluetooth 2.1, le Wi-Fi B, G, attention N, un SSD de 512 Go en SATA 2, l'écran glossy qui avait une résolution presque HD du 1680 par 1050 et le chipset graphique d'NVIDIA. C'était un GT 330M. Encore aujourd'hui, c'est une machine très capable pour de la navigation web, de la bureautique. D'ailleurs, mes vidéos, je les faisais encore dessus. Mais pour le travail de dev, c'est devenu un peu compliqué de continuer avec. Avec l'âge, il a pris quelques rides. Et j'ai maintenant quelques soucis comme le fait que je puisse plus augmenter la RAM, c'est 8 Go max. Je reste bloqué sur du SATA 2 et ce Mac souffre d'un bug au niveau du GPU qui fait complètement planter la machine en kernel panique. Mes besoins ont évolué. Je fais plus de choses avec mon Mac. Comme c'est devenu mon outil de travail, j'ai décidé d'investir dedans. La nouvelle config que j'ai pris, donc c'est toujours un MacBook Pro 15 pouces de 2018 avec un Exacore i7 à 2,6 GHz, 32 Go de RAM en DDR4. Pour le stockage, j'ai pris 1 Tera en SSD. Pour le chipset graphique, ça va être de l'AMD Radeon Pro 560X avec 4 Go de RAM en GDDR5 et c'est tout. Et c'est parti pour le comparatif. Du poids. Le nouveau modèle est clairement plus léger que mon ancien Mac, au point où des fois j'ai l'impression même que je l'ai oublié quand je l'ai dans le sac à dos. D'ailleurs, il est beaucoup plus fin que l'ancien, qui lui-même était déjà assez fin à l'époque, en 2010. La taille de l'écran est à peu près la même. Les bordures sur le nouveau modèle sont beaucoup plus petites pour la taille du portable. La taille de l'écran lui-même est presque la même, mais ce sont les bordures qui sont devenues très fines qui va faire que globalement le portable a l'air un poil plus petit. Alors je suis vraiment sur les fesses lorsque j'utilise mon nouveau Mac par rapport à l'ancien. Il faut avouer que l'écran Retina est vraiment extraordinaire, limite obligatoire en utilisation pro. L'écran il n'est pas plus lumineux que l'ancien. Bon après j'utilise pas la luminosité à fond tout le temps, mais c'est peut-être similaire au niveau de luminosité qu'on a sur les iPads. Pour le trackpad, malgré que le nouveau trackpad soit vraiment énormément beaucoup plus grand que sur l'ancien modèle, ça change pas grand chose dans mon utilisation de tous les jours. Bon oui, c'est plus pratique, la glisse est meilleure, le clic est beaucoup plus présent, mais le trackpad lui tout seul, c'est pas ce qui peut justifier un upgrade de machine. Bon, aujourd'hui, ça reste le meilleur trackpad sur portable pour moi. Et je pense que c'est pas tant le matériel qui fait tout. Je pense que la couche logicielle qui gère le trackpad, elle doit vraiment être super bien faite aussi. Sinon, les gestures sont les mêmes et la qualité des matériaux est la même. Pour le clavier, c'est le sujet clivant de ce nouveau MacBook. On est donc sur la 3e génération de clavier type Butterfly qui atténue a priori les défauts des précédentes générations. J'aime le clavier de mon MacBook de 2010. Pour moi, c'est un des meilleurs claviers, c'est celui où j'ai un super ressenti, c'est pas le meilleur ressenti, mais j'ai un très bon ressenti avec. C'est peut-être parce que je suis habitué aussi à taper dessus, tout simplement. D'ailleurs, j'utilise même des claviers USB Mac sur ma machine fixe, que ça soit sous du Windows ou du Linux. Mais j'avoue, c'est pas aussi bien qu'un clavier mécanique PC Master Race, quoi. Le problème, c'est que je tape un peu fort au clavier et non seulement ça peut déranger mes voisins, mais ça me dérange même moi-même de faire autant de bruit avec un clavier. Et c'est pourquoi j'utilise le clavier d'Apple, car il est beaucoup plus silencieux qu'un clavier mécanique. Bon, avant d'utiliser les claviers Apple, j'utilisais un clavier de Logitech, l'Ultra Flat de Logitech, mais aujourd'hui, ils les font plus. Pour en revenir au clavier du MacBook 2018, pour moi, il convient une utilisation bureautique normale. Pour du mail, pour de la rédaction ponctuelle de documents, de la navigation web, etc. En revanche, pas très adapté à une utilisation professionnelle où on doit utiliser le clavier tout au long de la journée. Comme le clavier est un poil plus petit que la génération précédente, les touches un peu plus proches les unes des autres et le fait que le ressenti au clic n'est pas vraiment le même, tout ça contribue aux fautes de frappe. Après, lorsque je suis en utilisation, je prends le Mac, je le mets en salle de réunion, je le ramène sur mon bureau, je l'ouvre des fois dans mon salon.
ouais, à ce moment-là, le clavier, il convient tout à fait. Mais sinon, lorsque je dois faire de longues sessions de développement, j'utilise un clavier externe. Alors, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer la différence de bruit lorsque l'on frappe sur l'ancien modèle et sur le nouveau modèle. Je ne sais pas si ça va s'entendre très bien avec mon micro. Sinon, pour la touch bar, j'ai vraiment essayé d'aimer cette touch bar. J'aurais vraiment voulu pouvoir dire, bon, en fait, les gars, la touch bar, elle est bien parce que X, Y, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est raté. Je m'explique. La touch bar vient remplacer la ligne de boutons FN qui est tout en haut du clavier. Ces boutons sur le portable qui accessoirement servent aussi à augmenter la luminosité, changer le volume, mettre la musique en pause, etc. Et bien, tout est bouleversé parce que désormais, le layout change en fonction de ce que vous faites. Au-delà de briser les habitudes, c'est la contextualisation de cette ligne de boutons qui perd les utilisateurs. Aujourd'hui, je pourrais même pas vous dire comment est-ce qu'on fait pour mettre la musique sur pause ou passer à la musique suivante. Il faut aussi prendre en compte le temps perdu à switcher entre l'écran et la touch bar parce que comme les boutons sont remplacés par une dalle tactile lisse, on les sent plus avec nos doigts. Bon, je crache beaucoup sur la touch bar, mais elle possède quand même quelques points positifs. L'aperçu des onglets dans Safari, pouvoir scrubber dans de la musique ou des photos comme ce qu'on fait sur iPhone, avoir quelques petits raccourcis contextuels au lieu d'aller naviguer sur l'écran dans des menus, des sous-menus. Mais tout ça, ça n'arrive pas à contrebalancer le fait que cette touch bar n'est pas adaptée à une utilisation pro. Pour la batterie, mon ancien MacBook Pro annonçait 8 heures et les tenait plus ou moins selon la charge de travail. À la fac, en utilisation de prise de notes, il dépassait largement les 10 heures. Mais dès que je faisais un peu de navigation web, du développement, paf, ça descendait en dessous des 3 heures. Sur le nouveau modèle, Apple annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie. Aujourd'hui, j'atteins rarement cette durée et je fais plutôt entre 7 heures et 8 heures sur la rédaction des vidéos. Je pense que l'OS y est quand même pour quelque chose parce que la dernière version de macOS fait beaucoup de choses en arrière-plan et en plus, faut alimenter ce deuxième écran qui se trouve au-dessus du clavier. Mais sinon, développement léger, je tombe autour des 4 heures ou 5 heures. Les haut-parleurs, pour moi, ça a été un gros choc. Alors, j'étais passé au tout début d'un Mac Intel blanc, celui où il y avait même une édition noire super chère, au MacBook Pro de 2010 et déjà le gap était super important. Le son avait gagné en puissance, il était beaucoup plus clair et chaud et on entendait bien la basse. Mais quand je suis passé au MacBook Pro de 2018, j'ai redécouvert mon son. Le son il est encore plus profond, il est encore plus clair, il y a encore plus de basse et je me demande mais comment ils ont fait pour avoir un tel niveau de son dans un truc aussi fin. Sinon l'autre gros choc pour moi ça a été les performances de ce Mac. Je vais pas vous faire de bench parce que les autres vidéos on en fait déjà beaucoup et en plus je trouve pas que c'est super représentatif d'une utilisation normale. D'ailleurs, je pense même que je vais aller à contre-courant des autres vidéos en disant que au niveau de l'utilisation de l'OS, je ne sens pas vraiment de différence entre mon modèle de 2010 et celui de 2018. Bon, hormis les lags pendant les animations ou les temps de transfert lorsque je fais des copies de fichiers, tout ça. Enfin, mis à part ça, tout va bien. Bon, évidemment, je ne peux pas non plus regarder du contenu 4K sur mon MacBook de 2010, mais l'écran était déjà pas Full HD. Alors voici mon workflow de travail. Une ou plusieurs instances d'IntelliJ, Slack, Trello, quelques dizaines d'onglets ouverts dans Chrome, 2 ou 3 containers lancés, quelques sessions Tmux et notre logiciel qui tourne en arrière-plan. Et tout ça, ça consomme les 2/3 de ma RAM. À ce moment-là, le CPU, il commence à chauffer et on entend le ventilo. Et je sens aussi le throttling. Surtout qu'à Tahiti, du coup, ça chauffe beaucoup plus vite. En comparaison avec mon ancien Mac, il n'était pas possible d'avoir une instance d'IntelliJ ouvert et notre logiciel qui tourne en même temps. La compilation seule, donc sans les tests, prenait 7 minutes sur l'ancien Mac et sur ma nouvelle machine, ça met 1 minute montre en main. J'utilise iMovie pour faire mes montages vidéo. Et j'ai pas remarqué de différence particulière entre ce que je faisais sur l'ancien Mac et le nouveau Mac. Par contre, lorsque je fais les rendus, ah oui, là ça change beaucoup. Pour une vidéo de 5 minutes sur l'ancien Mac, ça mettait au moins un bon quart d'heure, alors que maintenant c'est moins de 2 minutes. L'application des filtres est beaucoup plus rapide aussi sur le nouveau modèle. Bon, je suis vraiment satisfait des performances de ce nouveau Mac et c'est vraiment ce qui m'a encouragé à faire l'achat de ce nouveau modèle. Du côté de la connectique, je vais encore une fois aller à contre-courant des autres vidéos en disant que moi je suis content en fait qu'il n'y ait plus autant de ports différents sur le portable. Je faisais beaucoup de déplacements pro auparavant et comme c'est aussi la machine que je vais prendre de mon bureau pour amener en salle de réunion, pour la ramener dans mon bureau, c'est aussi un ensemble de câbles que je vais devoir débrancher et rebrancher et débrancher, en plus avec des ports USB, tu sais jamais c'est dans quel sens qu'il faut le mettre, alors qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de tout centraliser sur un hub et le hub je le branche sur mon Mac et c'est tout. Donc aujourd'hui j'ai un hub à la maison
et j'ai un hub au travail. Alors oui, tout ça, je pouvais déjà le faire avant USB 2. Je pouvais acheter un hub USB 2, brancher tous mes devices dessus et juste brancher ce port USB vers mon Mac. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais, sauf qu'en plus de ça, il fallait aussi brancher l'alimentation et qu'en plus, les ports que j'ai payés sur ce Mac, je les utilise pas parce que je fais tout passer par ce hub là. Pour moi, pouvoir tout externaliser jusqu'à l'alimentation vers une connectique unique, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus des docks professionnels en entreprise. Donc oui, ça coûte plus cher, c'est moins versatile, mais ça correspond aussi mieux à une utilisation nomade. Tout ça, c'est que mon avis, pas représentatif d'une utilisation mainstream, et je suis conscient qu'Apple force la main des consommateurs avec ses manœuvres. Bon, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai de plus en plus de mal à supporter l'attitude d'Apple envers ses clients. Attention, le niveau d'excellence du support client, ça n'existe pas chez les autres. Apple, c'est les meilleurs. Service client, on ne fait pas mieux qu'Apple. Mais je pense plutôt à leurs pratiques tarifaires, l'entrée de gamme qui ne cesse d'augmenter d'année en année et surtout la très mauvaise réparabilité de leurs produits. Apple, si tu es plus capable d'assurer les réparations de mes appareils, lâche au moins prise sur les réparateurs externes. Donne-leur la possibilité, eux, de pouvoir réparer mes produits que tu ne veux plus supporter. Je pense aux pièces de rechange, aux logiciels fermés. Je pense à mon MacBook de 2010 qui a ce problème de GPU maintenant. Et évidemment, en dehors de ton programme d'échange et hors garantie. Ou alors de mon Apple TV 2 qui est pourtant une très belle pièce de hardware, très capable, mais que tu as mis de côté pour faire de la place à l'Apple TV 4 et l'Apple TV 4K. Tu pourrais redonner une seconde vie à ces appareils que tu dis obsolètes en donnant l'accès au firmware ou pourquoi pas en aidant la communauté de bidouilleurs autour de ces produits. Fin de l'aparté. Pour en revenir à pourquoi je suis quand même resté chez Apple, au niveau logiciel, j'aurais quand même eu à trouver un modèle qui soit complètement compatible Linux, achetable sans licence Microsoft, avec un support client à Tahiti, sans parler du logiciel d'édition vidéo potable. Bref, le Mac, ça reste la solution de concession entre une machine user-friendly pour l'édition vidéo et le niveau de contrôle dont j'ai besoin pour du développement sérieux. Pour finir, je ne conseillerais pas ce Mac aux gamers, évidemment, ni à monsieur tout le monde, ni aux switchers. À qui est-il donc destiné? Malgré que le clavier ne s'y prête vraiment pas, je conseillerais le MacBook Pro 2018 aux créatifs et aux professionnels qui ont besoin de machines performantes et à la fois nomades. Pour les personnes pour qui l'ordinateur, ça se limite à de la navigation web et de la bureautique, l'entrée de gamme d'Apple fait très bien le travail. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et partagez-la. Si vous avez des questions, direction les commentaires. Et sur ce, je vous dis nana.